Bonjour à tous, je suis Nicolas Devic, entrepreneur, coach et cofondateur de la communauté Mindstep qui rassemble des gens qui, peut-être un peu comme vous, ont compris qu'avant de pouvoir changer le monde, il fallait commencer par se changer soi-même. Alors, je suis ici au ministère de la Mobilité à Bruxelles en compagnie de Laurent Ledoux. Bonjour Laurent. Bonjour. Je suis vraiment ravi de pouvoir être ici, c'est assez exceptionnel. Alors, il faut savoir que Laurent donc, est président, c'est ça, du comité exécutif du ministère de la Mobilité. Je ne vais pas raconter tout son CV, vous le trouverez facilement sur le net. Et Laurent a une approche assez intéressante qui allie à la fois philosophie, management et qui travaille sur le thème de la libération des entreprises et le bonheur des salariés au travail. Donc, Laurent, j'aurais aimé te demander tout simplement, on entend beaucoup parler du fait qu'aujourd'hui certaines entreprises se libèrent. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce fait de libérer les entreprises? Pour moi, c'est très simple. Ça signifie de faire vivre 3 principes qui sont en apparence simples, en tout cas à dire, mais plus difficiles à mettre en œuvre, qui sont tout d'abord de veiller au respect de chaque personne dans l'organisation comme étant intrinsèquement égale. Deuxièmement, de veiller à ce que le développement personnel de chacune de ces personnes soit prioritaire, voire même plus important que le développement de l'organisation. Oui. Et troisièmement, de créer une culture dans laquelle chacun peut prendre toute l'autonomie qu'il veut dans son travail. Génial. Est-ce qu'au XXIe siècle, on peut déjà imaginer que des entreprises fassent passer réellement le développement personnel des collaborateurs devant le développement de l'entreprise? Oui, je pense que oui. En tout cas, c'est ce que toute une série d'entreprises qui s'inscrivent dans ce mouvement, sans qu'il soit formel, essayent de faire. Et pour une raison simple, c'est qu'avant tout, une organisation humaine, elle doit être au service de ceux qui la composent plutôt qu'au service de l'organisation elle-même. Ça paraît ambitieux en tout cas. Et est-ce que tu pourrais partager avec nous une méthode, une pratique managériale que tu aurais mis en place ici au ministère de la Mobilité et qui illustre vraiment ce type d'attention et d'intention? Alors, il n'y a pas de méthode unique. Je pense que c'est à chacune de ces organisations de trouver un peu la manière de faire vivre ces 3 principes, pour autant qu'on les formule de la sorte. En tout cas, en ce qui nous concerne, au niveau du SPF Mobilité, ce que nous avons commencé à faire depuis que je suis arrivé sont plusieurs choses. Tout d'abord, toute une série de mesures, je dirais presque d'ordre logistique, mais qui permettent de planter le décor. Nous sommes passés en Dynamic Office, c'est-à-dire que plus personne dans l'organisation n'a de bureau fermé, y compris moi, y compris les directeurs généraux. Ça marche aussi pour les managers. Là. Ça marche pour tout le monde. Et ça, c'est fondamental Ouais, si on veut respecter le premier principe, qui est de respecter tout le monde de manière intrinsèquement égale. Il n'y a aucune raison qui permettrait de justifier, selon moi, que le président ou les directeurs généraux aient des facilités de ce point de vue qui soient différentes des autres. Si j'ai besoin d'une salle, je vais dire, pour une réunion privée ou particulière, il y a des tas de salles qui sont prévues. Donc, le Dynamic Office fonctionne pour tout le monde. C'est vraiment très, très important que ce soit pour tout le monde. Deuxièmement, nous avons supprimé l'obligation de pointer. C'est-à-dire que nous ne contrôlons plus les heures d'arrivée et de sortie de nos collaborateurs, nous leur faisons confiance. Cela s'accompagne d'une clarification des objectifs par équipe et individuelle. Donc chacun qui rentre dans ce système de ne plus pointer s'engage aussi à clarifier les objectifs qu'il poursuit et à le faire dans le cadre d'une équipe qui a des objectifs collectifs. La personne qui travaille chez vous, finalement, est rémunérée non pas pour le temps passé au bureau, mais plutôt pour la valeur qu'elle amène dans l'organisation. C'est en tout cas l'idée qu'on essaye de faire passer, même si nous ne changeons évidemment pas et nous ne pouvons pas changer le statut actuel qui est fait sur d'autres bases. Mais à la limite, on vit avec et on organise les choses autrement. Troisième grand principe, je dirais d'ordre logistique, c'est qu'on a permis à tout le monde d'entrer dans le télétravail. À raison de 3 jours maximum par semaine. C'est significatif. Ce qui est important, c'était une règle qui existait déjà avant mon arrivée, mais qui était très peu employée ou utilisée. Il y avait 5% du personnel qui en bénéficiait, et fondamentalement parce que toute une série de chefs intermédiaires s'y opposaient, pensant qu'il fallait contrôler les gens sur place. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de procéder, qu'à nouveau on peut faire confiance aux gens,
Et maintenant, nous sommes à plus de 50% de personnes qui sont rentrées dans une ou l'autre forme de télétravail. Même si tout le monde a droit de faire jusqu'à 3 jours par semaine, la plupart des gens ne prennent qu'un jour. Parce que finalement, ils ont envie de cette flexibilité, un jour par semaine ou 2 demi-journées, mais n'en ont pas besoin le reste de la semaine. Ils préfèrent venir et travailler avec leurs collègues. Quatrième mesure que nous avons prise, c'est de développer un réseau de bureaux satellites qui font que tout le monde peut essayer de travailler à l'extérieur du bureau central, dans des bureaux satellites, mais pas nécessairement à la maison. Donc, comme ça leur permet d'autres points de rencontre. Voilà, d'autres points de rencontre. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire du télétravail chez eux, pouvoir le faire dans un bureau proche de chez eux. Et cinquième aspect, c'est évidemment tout l'aspect informatique. On n'a plus de PC fixes. On a des laptops et des tablettes et on est en train de passer dans tout ce qui est cloud, de manière à ce que tout le monde, où qu'il soit, puisse avoir accès à son bureau virtuel. Génial. Voilà. Ça, ce sont les grandes mesures, je dirais, d'ordre logistique, mais qui entraînent une nouvelle dynamique. C'est ça. À côté de cela, il y a toute une autre dynamique liée vraiment à la manière dont on prend les décisions, dont on gère les équipes, dont on gère l'organisation dans son ensemble. Et là, on rentre plus dans des logiques de type sociocratique pour la prise de décision, donc c'est-à-dire beaucoup plus participative, où le responsable d'une équipe veille à respecter une série de règles qui font que la décision se prend de manière commune. Et enfin, il y a tout ce qu'on appelle l'holacratie qui essaye de clarifier la dynamique des équipes entre elles, de clarifier les rôles, non plus sur base de job description, mais sur ce que font les gens véritablement, et de traiter toute tension entre ces rôles de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Ce qui permet de rentrer dans ce qu'on appelle l'agilité. L'agilité, dans une gestion plus organique, plus fluide des choses. Alors là, on n'en est encore qu'au début, mais je pense que ça se met tout doucement en place. Ce qu'on a par exemple lancé aussi pour rentrer dans cette dynamique, c'est ce qu'on appelle les comités petits cailloux. Les petits cailloux, c'est très simple, ce sont ces petits cailloux qu'on a tous parfois dans la chaussure, qui au début ne font pas très mal, mais peuvent irriter et faire très mal à terme si on ne les traite pas. On a tous vécu ça. Voilà, et donc le but c'est que le management s'engage à traiter tout petit caillou qui serait signalé par les collaborateurs et toute proposition de le solutionner dans les plus brefs délais. Et les gens peuvent s'organiser en comité petits cailloux comme ils le veulent, où qu'ils veulent, dans la composition qu'ils veulent. L'important pour nous, c'est que ils s'engagent eux-mêmes à réfléchir sur leurs problèmes, ils trouvent des solutions, les proposent et qu'on voit ensemble très rapidement comment ça peut être. Donc il y a vraiment une forme de responsabilisation du travailleur dans cet écosystème. Absolument. En tout cas, lui donner l'autonomie de pouvoir agir directement sur la façon dont il veut que son travail s'organise. En tout cas, c'est formidable d'imaginer qu'on puisse mettre ça en place dans un service ministériel, parce qu'à vue de l'extérieur, on se dit ils sont encore au XXe siècle, voire XIXe, mais non, il y a des choses qui se mettent en place. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, puisque nos collègues au sein de la sécurité sociale font cela depuis bien plus longtemps que c'est très inspirant. Et alors, nous, on travaille au sein de Mindstep avec des gens qui ont vraiment à cœur de prendre du recul par rapport à leur travail, sortir de cette situation finalement de plainte et de stade, finalement marre d'en avoir marre. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Et puis certains prennent la voie de l'entrepreneuriat, qui est une façon finalement de se libérer. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que les entreprises font le même effort de libérer les gens au sein de l'entreprise. Mais pour faire le lien avec ce que tu disais par rapport à la responsabilisation, l'autonomie des travailleurs, qu'est-ce qui peut être fait à titre individuel, selon toi, chez les personnes au sein d'une organisation qui sont dans une situation de blocage, frustrées dans un environnement où ils ne se sentent justement pas libres? Tout dépend évidemment de la volonté de chacun, mais je pense, pour l'avoir vécu moi-même, quand j'étais dans une grande banque et j'étais responsable d'une équipe, qu'on peut commencer à prendre des mesures qui vont dans le sens que je viens d'évoquer, à un niveau plus petit. C'est en tout cas moi ce que j'ai pu faire. Et disons qu'on m'a laissé faire. Et ça a eu des effets très positifs pour l'équipe que je gérais. Et au bout d'un moment, certains responsables plus élevés s'en sont rendus compte et ont commencé à se dire, tiens, peut-être qu'on devrait s'inspirer de ce qui s'est fait là.
Alors pour être très clair, malheureusement ça n'a pas pu aller beaucoup plus loin parce qu'il y a eu des oppositions politiques internes au déploiement de ce type d'approche dans le reste de la banque. Ouais. Mais bon, il n'empêche que dans l'équipe que je gérais, nous y sommes arrivés et que malgré mon départ après 5 ans, eh bien, les gens qui m'ont succédé, que j'ai choisis et que j'ai dans une certaine mesure formés pour me succéder, ont continué dans la même dynamique et poursuivent encore aujourd'hui dans cette dynamique. Donc chacun à son niveau a vraiment la capacité de faire évoluer les choses. Je le pense. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. S'il n'y a pas de volonté au top, c'est difficile soit de déployer cela de manière assez conséquente, soit que ça perdure. Oui, tout à fait. Le risque est là. En même temps, on voit des entreprises et des dirigeants qui s'intéressent à la question. Absolument. Donc on peut espérer que les deux courants se rejoignent pour passer un cap vers une nouvelle façon de faire tourner les entreprises. Alors on peut non seulement l'espérer, mais je pense que c'est pratiquement inévitable. Dans la mesure où on va probablement avoir pendant un certain temps entre guillemets, la vieille économie qui coexiste avec la nouvelle, mais à terme, la vieille économie, telle que je l'appelle, ne va pas pouvoir tenir la distance avec ce type de dynamique, parce que si je reprends mes 3 principes, celui du respect, celui de l'autonomie et du développement, en fait, cela correspond à trois éléments essentiels qui sont que d'une part, le respect te donne l'envie de prendre des initiatives. Le développement personnel va te donner les capacités de le faire. Et l'autonomie va te donner l'espace de jeu pour pouvoir le faire. Et donc, je pense que fondamentalement, ces 3 principes, même s'ils ne sont pas poursuivis pour cela, mènent automatiquement, de manière très, très forte à mon avis, à plus de créativité, plus d'innovation au sein de l'organisation et donc une meilleure capacité de développer de nouvelles choses, de se positionner différemment sur les marchés quels qu'ils soient, et donc que c'est finalement aussi une condition de survie d'entreprise à terme. C'est une nécessité, tout à fait. Absolument. Et je pense que les gens aujourd'hui, pour plein de bonnes raisons, sont en recherche de sens au travail, et que donc c'est une des conditions, un des moyens de leur permettre de trouver le sens au travail. Je ne prétends pas que ce soit le top, la hiérarchie qui doivent définir le sens du travail de chacun, mais il doit au moins créer les conditions qui permettent à chacun l'environnement propice qui le permet. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait un message que tu aurais envie de faire passer justement aux gens qui nous écoutent et qui sont en recherche de sens, qui sont dans cette situation coincés entre ancienne et nouvelle économie, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans. J'aurais tendance à dire qu'il faut s'écouter, apprendre à s'écouter soi-même pour savoir là où on est peut-être d'une part le plus heureux et le plus utile à la société. Parce que finalement, je pense qu'on ne peut pas être totalement heureux si on ne se sent pas en relation positive avec ceux qui nous entourent. Une notion de contribution. Voilà, aussi. Contribution. Alors, pour certains, ce sera effectivement de créer une entreprise. Pour d'autres, ce sera d'œuvrer au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont pour faire évoluer positivement les choses. À chacun de savoir ce qui lui donne de l'énergie. Ça, c'est fondamental. C'est effectivement et donc, fondamental. Le message final que, si j'en avais un à donner, ce serait de prendre le temps de s'écouter, d'apprendre à s'écouter, et ainsi d'entrer dans une forme d'harmonie, si on peut dire, avec tous les autres qui nous entourent, que ce soit des autres êtres humains, mais aussi plus largement toute la vie qui nous entoure, toute la nature qui nous entoure, et être dans une certaine mesure, en harmonie avec cela, même si l'harmonie en ce sens peut passer par des phases de combat, de conflit, qui font aussi partie de la vie. Tout à fait. Eh bien, je pense que c'est un beau mot de la fin. Alors, je vous invite à vous écouter et sur le chemin de votre réinvention, à prendre soin des superbes conseils qui ont été donnés par Laurent Ledoux aujourd'hui. Je remercie évidemment chaleureusement Laurent. J'espère que vous y avez trouvé beaucoup de valeur et que vous aurez envie
et que ça aura du sens pour vous de partager cette vidéo avec un maximum de monde autour de vous. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube et à vous connecter sur notre site internet. Le lien devrait se trouver juste ici en dessous de la vidéo. Laissez-nous vos coordonnées de manière à ce qu'on puisse vous envoyer d'autres vidéos et que vous puissiez rejoindre notre communauté en ligne pour faire évoluer le monde du travail vers plus de sens, plus de résultats, plus d'humanité. Un grand merci et au plaisir de vous revoir.